Please be seated. The sitting is... Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. The court meets this afternoon to... La Cour se réunit cet après-midi pour entendre l'Espagne, les Fidji et les Maldives sur les questions soumises à elle par l'Assemblée générale des Nations unies. Comme elles le savent, les délégations se doivent de respecter leur temps de parole de 30 minutes. Je vais donc maintenant céder la parole au représentant de l'Espagne, Madame Andrea Gavela Lopez. Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Cour, c'est pour moi un très grand honneur de prendre la parole devant cette Cour au nom du Royaume d'Espagne. L'Espagne, en réponse à l'invitation faite par la Cour, conformément à l'article 66 de son statut, a présenté un exposé écrit en date du 25 juillet 2023. Cet exposé oral vient parachever cet exposé écrit et fournira à la Cour certains éléments qui, du point de vue de l'Espagne, pourraient l'aider à s'acquitter de la demande qui lui est faite par l'Assemblée générale. L'Espagne, dans son exposé oral, s'inspirera en grande partie de l'avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour sur les conséquences juridiques découlant de l'édification du mur dans le territoire palestinien occupé, car l'Espagne estime que le raisonnement et les réponses données par la Cour et qui figurent dans cet avis sont particulièrement pertinents et applicables en l'espèce. Nous allons évoquer deux grands thèmes. Premièrement, nous procéderons à une brève analyse de la compétence de la Cour et ensuite nous nous pencherons sur le droit international applicable à l'espèce, réaffirmant que Israël est tenu par le droit applicable. Deuxièmement, nous évoquerons la question particulière de la responsabilité internationale des États en cas de grave manquement aux règles internationales qui protègent les intérêts de base de la communauté internationale tout entière. Cette deuxième partie sera présentée par professeur Ripoll Carola, qui est directeur du Bureau des affaires juridiques internationales, alors que la première partie sera traitée par monsieur Emilio Pin, qui est directeur adjoint du Bureau des affaires juridiques internationales, et je vous invite à lui donner la parole maintenant. Merci. Je remercie madame Lopez. Je donne maintenant la parole à monsieur Emilio Pin. Vous avez la parole. Mr. President. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Cour, c'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette Cour au nom du Royaume d'Espagne. La compétence de la Cour pour rendre l'avis consultatif demandé par l'Assemblée générale dans sa résolution 77-247 se fonde sur l'article 65, paragraphe 1 de son statut. L'Assemblée générale qui sollicite cet avis consultatif est autorisé à se faire en vertu de l'article 96, paragraphe 1 de la Charte. Les questions portent sur les conséquences juridiques qui découlent d'une situation factuelle donnée au regard du droit international. Il s'agit bien d'une question qui revêt un caractère juridique. L'Espagne estime en conséquence que la Cour est compétente pour donner l'avis consultatif demandé par la résolution 77-247 de l'Assemblée générale. L'absence de consentement à la compétence au contentieux de la Cour par un État intéressé n'a aucune incidence sur la compétence consultative de la Cour. La demande dont est saisie la Cour vise à obtenir un avis consultatif que l'Assemblée générale considère serait susceptible de l'aider dans le bon exercice de ses fonctions et responsabilités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la Cour, Israël et la Palestine sont dans l'obligation de respecter leurs obligations en vertu du droit international. Dans l'arme
Dans le conflit armé de 1967, les forces israéliennes ont occupé tous les territoires qui constituaient la Palestine sous mandat britannique, y compris ceux connus sous le nom de Cisjordanie et qui sont situés à l'est de la ligne verte. Cette occupation fut immédiatement et unanimement condamnée dans la résolution du Conseil de sécurité 242 qui souligne, et je cite, « Tous les États membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte. » Fin de citation. Le principe de l'interdiction de l'emploi de la force armée est l'un des principes fondamentaux du droit international. Et, pour reprendre les termes de la résolution 26-25 de la résolution de l'Assemblée générale, s'accompagne de la corollaire suivante, et je cite, « Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale. » Fin de citation. La Cour, qui à plusieurs reprises a affirmé l'importance de ce principe, n'a pas hésité à appliquer ce principe à l'occupation par Israël des territoires palestiniens. Dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans les territoires palestiniens occupés, la Cour a rappelé le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre. La Cour a conclu, et je cite, « En droit international coutumier, il s'agissait de territoires occupés dans lesquels Israël avait le statut de puissance occupante. » Fin de citation. Enfin, la Cour a ajouté, et je cite, « Les évolutions qui ont suivi dans ces territoires n'ont rien fait de nature à modifier cette situation. Tous ces territoires, y compris Jérusalem-Est, sont toujours des territoires occupés et Israël a toujours le statut de puissance occupante. » Fin de citation. Même si Israël a finalement retiré ses civils, ses colons et ses colonies et sa présence militaire de la bande de Gaza en 2005, il contient d'exercer le contrôle de ses frontières, de sa côte et de son espace aérien depuis lors. En conséquence, comme le Conseil de sécurité l'a affirmé depuis, la bande de Gaza constitue une partie intégrante du territoire occupé en 1967. La Cour a conclu que les politiques de colonisation d'Israël dans les TPO, les mesures adoptées eu égard à Jérusalem et l'édification du mur, et je cite, ont été établies en violation du droit international. Fin de citation. Non seulement parce qu'elles sont contraires à la 4e Convention de Genève, mais également car elles empêchent la réalisation par le peuple palestinien de leur droit à l'autodétermination. La Cour prend soin de dire que l'édification du mur, dont on peut douter de la nature temporaire, s'accompagne d'un régime réglementaire qui a pour objet l'annexion des territoires occupés. Cet objectif constitue un manquement grave aux règles du droit humanitaire international qui incombe à Israël en tant que puissance occupante, a pour effet la violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et des droits humains des habitants de ces territoires. Ces affirmations s'appliquent également à la bande de Gaza. Le retrait d'Israël de la bande de Gaza en 2005 n'a pas entraîné la fin de l'occupation du territoire et Israël a maintenu le contrôle effectif sur le territoire par le biais de sa mainmise sur l'espace aérien, la mer territoriale et les frontières terrestres extérieures. L'abondante documentation versée au dossier de cette procédure démontre que 20 ans après l'avis de la Cour, Israël continue de mettre en œuvre ses politiques et force est de constater que les violations graves du droit international relevées par la Cour persistent. Le 3 octobre 1991, Israël a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Ainsi que cette Cour a statué, la protection garantie au titre de
de ce pacte international ne cessent pas en temps de guerre ou en cas de conflit armé. Concernant la portée territoriale de ces instruments, ils sont applicables relativement aux actions commises par un État dans l'exercice de sa juridiction à l'extérieur de son propre territoire. C'est-à-dire que ils sont applicables aux territoires sur lesquels un État partie est souverain et sur les territoires sur lesquels un État exerce sa juridiction territoriale. Ces éléments sont concordants en l'espèce et l'Espagne considère donc que ces instruments sont applicables dans les territoires palestiniens occupés. Comme la Cour l'a dit dans son avis consultatif de 2004, les territoires occupés par Israël, aujourd'hui, depuis plus de 50 ans, sont assujettis à sa juridiction territoriale en tant que puissance occupante. Dans l'exercice des pouvoirs dont il est investi à ce titre, Israël est tenu par les dispositions des droits de l'homme et est sous l'obligation de ne pas entraver l'exercice des dits droits dans les domaines dans lesquels sa compétence a été transférée aux autorités palestiniennes. Ayant déterminer l'applicabilité du droit en matière de droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé. Maintenant, le moment est venu de déterminer si les politiques et pratiques d'Israël évoquées dans le paragraphe 18A de la résolution de l'Assemblée générale 77-247 sont des manquements à ces règles et donc contreviennent aux droits de l'homme des Palestiniens vivant dans les territoires occupés par Israël. Parmi les droits qui sont enfreints sont ceux en vertu des articles 17.1 et 12.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le rapporteur spécial sur la situation en matière de droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 a souligné dans son dernier rapport présenté au Conseil des droits de l'homme que les forces israéliennes détiennent des individus sans chef d'accusation, sans procès, dans ce qui est appelé une détention administrative. La détention administrative est autorisée uniquement dans des circonstances qui sont définies de façon très stricte et doit toujours se faire conformément avec la protection que leur assure le droit international. Les Palestiniens dans les territoires occupés sont assujettis à un système de fragmentation juridictionnelle dans le contexte d'une discrimination institutionnalisée et structurée. Les tribunaux militaires israéliens appliquent le droit militaire aux Palestiniens alors que les tribunaux israéliens appliquent le droit applicable aux civils aux citoyens israéliens, y compris les colons. Concernant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, plusieurs dispositions sont mises à mal par les politiques et pratiques par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Par exemple, le droit au travail, la protection et l'assistance accordée à la famille, aux enfants et aux jeunes personnes, le droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, des vêtements et des logements suffisants et le droit d'être à l'abri de la famine, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Des dispositions semblables se trouvent aux articles 14, 16, 27 et 28 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Et à l'article 2 de la Convention, les États sont tenus à respecter les droits de tous les enfants se trouvant dans leur juridiction. Et sont surtout préoccupantes les gardes à vue, les interrogatoires, les poursuites judiciaires et la détention de nombreux enfants palestiniens par des forces d'occupation israéliennes, une pratique contraire à l'article 37, paragraphe B de cette même convention. Certaines politiques et pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés imposent des restrictions à la liberté de circulation des habitants des territoires occupés et privent un nombre important de Palestiniens de leur liberté de choisir leur lieu de résidence. Elles ont par ailleurs des répercussions sur la production agricole
par la confiscation et la destruction des biens agricoles. D'un autre côté, la population des territoires palestiniens occupés connaît des difficultés croissantes s'agissant de l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'approvisionnement en eau, ce qui entrave l'exercice par les personnes concernées de leur droit à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'assainissement et à un niveau de vie suffisant. Ces difficultés, ces restrictions enfreignent les droits des Palestiniens qui résident dans le territoire occupé par Israël, violations qui ne peuvent se justifier ni par la nécessité militaire, ni par les exigences de sécurité nationale ou d'ordre public. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Commission de droit international, dans le rapport de sa 73e session, a fait référence aux règles fondamentales du droit humanitaire international qui s'imposent comme des normes impératives de droit international, c'est-à-dire jus cogens, avec les conséquences juridiques que ce statut implique. Les dispositions du règlement de la Haye annexées à la 4e convention de la Haye de 1907, à laquelle Israël n'est pas partie, font néanmoins aujourd'hui partie du corpus de droit international. Et la section 3 de ce règlement est particulièrement pertinente en l'espèce car elle concerne l'autorité militaire sur le territoire de l'État ennemi. En outre, la 4e convention de Genève, à laquelle Israël est partie, s'applique à tout territoire occupé en cas de conflit armé. Et comme la Cour l'a dit, ces dispositions s'appliquent aux territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. S'agissant des colonies israéliennes, l'article 49, paragraphe 6 de la 4e convention de Genève dispose que la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. Fin de citation. Ce qui interdit également toute mesure prise par la puissance occupante en vue d'organiser ou d'encourager le transfert des parties de sa propre population vers le territoire occupé. Depuis 1977, Israël mène une politique et a mis au point des pratiques impliquant l'implantation de colonies dans le territoire palestinien occupé qui sont un manquement à l'article 49, paragraphe 6 susmentionné. En conséquence, les colonies israéliennes dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, n'ont aucune validité juridique et constituent une violation flagrante du droit international, ainsi qu'une entrave importante à la mise en place d'une solution à deux États, ainsi que l'ont relevé plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. L'établissement des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés tend à modifier la composition démographique de ce territoire et contribue à des changements démographiques. Et tout ceci est contraire à l'article 49, paragraphe 6 de la 4e Convention de Genève. Les pratiques de démolition des habitations entraînent un transfert et une exclusion forcée des Palestiniens et fait obstacle de facto au retour des familles des communautés palestiniennes dans leurs habitations, et tout ceci en violation du droit humanitaire international. En outre, en 2004, la Cour a considéré que l'édification du mur et le régime y associé créaient un fait accompli sur le terrain qui risquait fort de devenir permanent, auquel cas ce mur constituerait une annexion de facto et contribuerait également à un remodelage ultérieur de la composition démographique du territoire palestinien occupé. Les articles 47, 49, 52, 53 et 59 de la 4e Convention de Genève restent applicables au territoire palestinien occupé et doivent être pris en considération en l'espèce. L'Espagne estime que ni l'article 51 de la Charte des Nations unies ni l'état de nécessité ont une quelconque pertinence en cette affaire et par conséquent n'enlèvent rien à l'illicéité de ces agissements. Monsieur le Président, je vous invite maintenant à donner la parole au professeur Santiago Ribol, responsable du Bureau international des affaires juridiques.
thank Mr. Je remercie M. Payne et je donne la parole maintenant au professeur Ripoll. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, quelles sont les conséquences juridiques du non-respect répété, permanent et aggravé des règles fondamentales du droit international? Voici la question à laquelle l'Assemblée générale a demandé que la Cour réponde. Et lorsque cette question est examinée sous l'angle du droit relatif à la responsabilité de l'État, on prend la mesure de l'importance de cet avis consultatif. Les articles 40 et 41 du projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites de 2001 répondent à cette question. Selon ces articles, un manquement grave à une obligation établie aux fins de protéger les intérêts de la communauté internationale dans son entier entraîne les conséquences juridiques citées pour toutes les violations du droit international et entraîne également un certain nombre de conséquences particulières. Par conséquent, l'État responsable est obligé de mettre fin à l'acte illicite, de produire, le cas échéant, des garanties et des assurances de non-répétition et de faire réparation. En outre, l'État responsable se doit de s'acquitter de ses obligations internationales. D'un autre côté, le non-respect des obligations internationales donne également le droit à l'État lésé de demander réparation ou de prendre des contre-mesures. Néanmoins, comme on l'a dit, l'article 41 précise que, en plus de ces conséquences ordinaires, des manquements graves aux règles Jus Cogens donnent lieu à un certain nombre de conséquences particulières supplémentaires qui, pour dire les choses de manière générale, impliquent que tous les autres États aient l'obligation de répondre aux faits illicites, à savoir qu'ils ont l'obligation de coopérer pour mettre fin aux violations alléguées, ils ont l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite et ils ont l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation. Monsieur le Président, mon intervention se focalisera sur ces obligations particulières qui reviennent à tous les États, autres que l'État lésé. Dans son avis consultatif de 2004 sur le mur, la Cour avait brièvement fait mention de ces conséquences supplémentaires. 20 ans plus tard, avec l'aggravation de la situation dans le territoire palestinien occupé, la Cour est appelée à préciser ultérieurement en quoi consistent ces obligations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le devoir de coopérer pour mettre fin à la situation, aux faits illicites, reste l'obligation première de tous les États, comme le dit l'article 41 du projet d'article. Cette obligation à coopérer doit être mise en œuvre par tous les États. Dans le conflit israélo-palestinien, la coopération entre les États a été organisée dans un cadre fixé par les Nations unies. Et, encore une fois, 20 ans après l'avis consultatif sur le mur, la réalité indéniable est la suivante. La situation en Palestine s'est aggravée et les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale ont condamné à plusieurs reprises les parties pour leurs actes et ont exigé que cessent les violations de droit international. Néanmoins, ces résolutions n'ont pas débouché sur des réparations ni sur des sanctions. En conséquence, la référence à l'article 41 quant à l'action
que doivent prendre tous les États revêt une importance critique. D'une certaine manière, le paragraphe 159 de l'avis consultatif le souligne lorsqu'il établit qu'il revient aussi à tous les États de prendre des mesures pour mettre fin à la violation. En outre, dans les commentaires qui accompagnent la conclusion 19 du projet de conclusion sur l'identification et les conséquences juridiques des normes impératives de droit international général, ou Ius Cogens, adopté par la CDI en 2022, l'affirmation tend à suggérer que, au-delà de l'action collective, chaque État individuellement a l'obligation de déployer des efforts pour mettre fin aux situations engendrées par le manquement aux obligations. Dans les circonstances actuelles, la Cour pourrait déterminer en quoi consisterait une telle obligation à coopérer. Ce faisant, la Cour pourrait prendre en considération les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, et notamment celles qui précisent que les États ont l'obligation de ne pas prendre des mesures entraînant des modifications du statut des territoires occupés, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Leur corollaire est clair. L'établissement de missions diplomatiques dans la ville sainte constitue une menace grave à la stabilité de la paix dans la région et dans le monde. Pour revenir à la coopération de tous les États, et ce, au sein des organes des Nations Unies, la Cour pourrait préciser si l'obligation qu'ont tous les États de coopérer pour mettre fin à des violations graves des normes impératives implique le devoir, notamment au sein du Conseil de sécurité en particulier, de ne pas entraver, empêcher ou retarder l'action collective en faveur d'un règlement pacifique du conflit et le respect du droit des Palestiniens. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant m'intéresser à deux devoirs particuliers cités à l'article 41, paragraphe 2 des projets d'article de 2001, à savoir le devoir de ne pas reconnaître la situation illicite et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Quelle situation? Les dernières résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale concernant le conflit israélo-palestinien mettent à jour la portée de la situation actuelle qui ne mérite pas reconnaissance. Et la résolution 74-88 adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 2019, la première qui inclut cette formule, demande à tous les États de ne pas reconnaître la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit international, dont celle visant à faire avancer l'annexion du territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière. Ces deux obligations ayant été réitérées par la Cour et par d'autres organes des Nations Unies dans cette situation, mais également en ce qui concerne d'autres situations, elles sont considérées comme relevant du droit coutumier, ce que la CDI a déjà affirmé. Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais dire quelques mots sur l'article 3 de l'article 41 du projet d'article, qui dit que le droit international peut reconnaître un certain nombre de conséquences juridiques supplémentaires découlant du régime juridique auquel appartiennent les règles qui ont fait l'objet d'un manquement. Ces obligations particulières, sont soit citées dans le traité fondamental qui précise le régime juridique ou dans des résolutions du Conseil de sécurité. Les articles 47 et 146 de la 4e Convention de Genève sont de bons exemples d'obligations figurant dans les traités fondamentaux mettant en place un régime juridique tel que le droit international humanitaire, alors que l'article 47 établit l'inviolabilité des droits des personnes se trouvant dans des territoires occupés
Et l'article 146 a trait à l'obligation des États partis à la Convention de poursuivre ou de condamner les personnes ayant commis une violation grave à la Convention ou des personnes ayant ordonné la commission de cette violation. Et parfois, ces obligations fondamentales sont précisées dans des résolutions émises par des organes des Nations Unies elles-mêmes. Je pense par exemple à certaines résolutions qui demandent aux États de faire la distinction dans leurs affaires entre les territoires de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'Espagne formule ses considérations dans le cadre d'une procédure consultative. Nous sommes conscients que la Cour, qui est la gardienne de la licéité internationale, peut offrir aux Nations Unies des arguments qui pourront l'aider dans ses décisions qui traiteront de la situation et en même temps pourront apporter de la lumière et aider à développer l'ordre juridique international en vue de régler au plus vite la situation des TPO. Le président remercie l'Espagne et invite la délégation suivante, Fidji, à prendre la parole. J'appelle, dit Monsieur le Président, Monsieur Filippo Taraki Nikini à la barre. Mr. President, Monsieur le Président, membre de la Cour internationale de justice, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui au nom de la République des îles Fidji. Monsieur le Président, les Fidji ont depuis des années consacré une tradition de maintien de la paix. Notre attachement à la paix mondiale est inaltérable et nous continuons à œuvrer pour la stabilité dans le monde. J'ai d'ailleurs eu moi-même le privilège de diriger des opérations de maintien de la paix au Moyen-Orient pendant une période de plus de 20 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les Fidji appuient tous les efforts qui sont déployés pour instaurer une paix complète, juste et durable, tant pour les Israéliens que les Palestiniens. Les efforts qui reconnaissent le droit des Palestiniens à l'autodétermination et le droit de l'État juif d'Israël d'exister comme État souverain avec des frontières sûres. Les efforts qui soulignent la nécessité pour les parties d'entamer des négociations constructives telles que prévues par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Les Fidji confirment l'important rôle que joue la Cour, principal organe judiciaire des Nations Unies, dans le règlement des différends entre les États et dans son appui aux activités des organes des Nations Unies. Ce faisant, la Cour se doit de défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Selon l'article 1 de la Charte des Nations Unies, un des buts principaux des Nations Unies est, et je cite, de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Fin de citation. Les Fidji sont convaincus que le seul moyen d'aboutir à une paix réellement durable entre Israël et le peuple palestinien, en fait entre tous voisins, c'est le respect mutuel. Comme nous l'avons dit dans nos exposés écrits, les Fidji considèrent qu'il est essentiel de maintenir et de défendre le cadre juridique convenu entre les parties et avalisé par le Conseil de sécurité et conçu pour régler le différend entre Israël et la Palestine. Ce cadre repose sur la conviction que les Juifs et les Arabes doivent coexister sur un territoire exigu. Ceci nécessite des négociations directes entre les parties en vue d'une issue acceptée de part et d'autre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l'Assemblée générale a demandé à la Cour de répondre à quelques questions qui portent sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques d'une seule des parties aux différends. Pour répondre à ces questions, la Cour devrait procéder à un examen judiciaire indépendant du droit et des faits.
examen donc de pratiquement tous les aspects du différend israélo-palestinien et tenir compte, ce faisant, du contexte pertinent. La tâche ne serait guère aisée. Comme l'a dit la juge Higgins dans son opinion individuelle relative au mur, et je cite, « Le droit, l'histoire et les aspects politiques du différend israélo-palestinien sont immensément complexes. » Fin de citation. Et elle ajouta, je cite, « En général, le contexte est important pour toute décision judiciaire. » Selon les Fidji, cette Cour, dans cette procédure, a malheureusement été saisie d'un récit manifestement partial. Ce récit ne tient aucunement compte de la complexité du différend et méconnaît son contexte juridique, historique et politique. Dans son exposé écrit, les Fidji ont cité différentes raisons pour lesquelles la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de rendre un avis sur les questions soulevées par l'Assemblée générale. Plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, cette demande est une manœuvre juridique qui tourne le cadre actuel reconnu internationalement et obligatoire relatif au règlement du différend israélo-palestinien. Deuxièmement, un avis rendu en l'espèce, et je cite, aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un État n'est pas obligé de permettre que ces différends soient soumis à un règlement judiciaire sans son consentement. Fin de citation. Et troisièmement, vu la formulation très partiale des questions posées dans la résolution 77-247, la Cour ne dispose pas des informations précises et fiables dont elle aurait besoin pour rendre un avis sur les questions posées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans le cas de mon exposé oral, je vais aborder les premiers et troisièmes éléments que je viens de citer. Tout d'abord, le cadre existant. Dans cette procédure, la Cour a été invitée à donner un avis consultatif qui pourrait en réalité signifier un arrêt immédiat, inconditionnel et complet de l'occupation, ce qui signifie le retrait de tous les militaires et civils israéliens de l'ensemble de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza. Ce retrait doit non seulement être complet, il doit également se faire sans condition. En d'autres mots, Israël ne pourrait ni imposer ni exiger des limites ou des conditions par rapport à ce retrait. Cette absence de conditions est soi-disant indispensable pour que le peuple palestinien puisse disposer d'un État souverain sur ce territoire qui, selon lui, est la seule façon de garantir la justice et de leur la paix. Les Fidji font valoir respectueusement que cette demande d'un retrait complet et sans condition tourne le processus de paix et les accords obtenus en faveur de ce processus de paix. Monsieur le Président, en réalité, depuis 1993, Israël et la Palestine ont accepté toute une série d'accords collectivement appelés les accords d'Oslo. Les parties y exprimaient l'intention de, et je cite, mettre fin à des décennies de confrontation et de vivre dans une coexistence pacifique, dans la dignité mutuelle et la sécurité mutuelle, tout en reconnaissant les besoins mutuels tant légitimes que politiques des uns et des autres. À cette fin, ils ont convenu d'une vaste gamme de mesures intérimaires dans l'attente de la réalisation d'un accord définitif par des négociations sur le statut permanent. Certaines de ces mesures intérimaires comprennent la création de l'autorité palestinienne, le transfert des pouvoirs et responsabilités du gouvernement militaire israélien et de son administration civile vers l'autorité palestinienne, alors qu'Israël continue d'exercer des pouvoirs et des responsabilités non transférées. Des élections politiques générales, directes et libres à être organisées par les Palestiniens. Ensuite, la subdivision de la Cisjordanie en 3 zones, les zones A, B et C. Les Palestiniens auraient le contrôle exclusif de la zone A. La zone B serait contrôlée conjointement par Israël et la Palestine. Et la zone C serait contrôlée exclusivement par Israël.
Et pour terminer, des négociations entre les parties quant au statut permanent aux fins de régler les questions toujours en suspens, dont les colonies, les frontières, Jérusalem et la sécurité. En plus, les accords d'Oslo contenaient un mécanisme spécifique de règlement des différends et ne permettaient pas aux parties de lancer ou demander à d'autres de lancer unilatéralement une procédure judiciaire. Depuis 1993, une vaste série de dispositions a été mise en place afin de rendre ces accords effectifs. En 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé les accords d'Oslo et le Conseil de sécurité a, et je cite, entériné la feuille de route du quartet fondée sur les résultats devant mener à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Fin de citation. La Cour d'Océan a elle-même confirmé l'importance des accords d'Oslo et de la feuille de route dans son avis consultatif de 2004 sur le mur. Selon la feuille de route, et je cite, un règlement à deux États du conflit israélo-palestinien ne sera possible que si prennent fin la violence et le terrorisme. Lorsque le peuple palestinien aura des dirigeants qui lutteront fermement contre le terrorisme et qui seront prêts et en mesure de construire une démocratie effective, fondée sur la tolérance et la liberté. Et lorsqu'Israël, lui, sera prêt à faire ce qu'il faut pour qu'un État palestinien démocratique soit créé. Et lorsque les deux parties accepteront clairement et sans ambiguïté l'objectif d'un règlement négocié. Fin de citation. Les accords d'Oslo et la feuille de route ont pour fil conducteur des résultats mutuels et des négociations de bonne foi, débouchant sur une issue consensuelle. Les accords d'Oslo sont obligatoires. Il est frappant de constater que dans leur exposé écrit, les Palestiniens ne se réfèrent pas à ces accords, alors qu'il y a moins de 12 mois, tant Israël que la Palestine ont réaffirmé leur attachement, et je cite, leur attachement inébranlable à tous les accords précédents entre eux et leur volonté d'aborder toutes les questions en suspens par un dialogue direct. Fin de citation. Monsieur le Président, nous faisons valoir que la demande présentée à cette Cour, l'invitant à examiner les obligations juridiques d'une seule des parties à ce différend, contredit les droits et obligations claires qui incombent aux deux parties en vertu des accords d'Oslo et de la feuille de route et qui exclut toute saisie de la Cour. Pour ces raisons, les Fidji affirment respectueusement que la Cour doit se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire et ne pas rendre un avis sur ces questions. Mr. President. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'en viens maintenant à la question des éléments de preuve juridiques et factuels. Ainsi que nous l'avons dit, selon les Fidji, la Cour doit refuser de répondre aux questions posées. Mais dût-elle y répondre, il lui faudrait réunir et apprécier de manière indépendante la valeur probante des moyens relatifs aux différentes problématiques soulevées dans les limites du cadre juridique du différend. Il lui faudrait décider, comme elle a eu l'occasion de le dire, je cite, si elle dispose de renseignements et d'éléments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur toute question de fait contestée et qu'il lui faudrait établir pour se prononcer d'une manière conforme à son caractère judiciaire. Fin de citation. Selon les Fidji, la Cour ne peut se contenter de renvoyer au rapport d'organes des Nations unies. Pour s'acquitter de sa fonction judiciaire, elle doit parvenir à ses propres conclusions factuelles indépendantes. En outre, les Fidji considèrent que, compte tenu de la formulation tendancieuse et partielle des questions, la Cour ne dispose pas de tous les éléments de preuve dont elle a besoin pour exercer sa fonction judiciaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le fait est que la Cour est invitée à se concentrer uniquement sur les politiques et pratiques de l'une des parties à ce différend, à l'exclusion des politiques et des pratiques de l'autre.
Or, cette approche est éminemment problématique. En se bornant à répondre aux questions posées, la Cour s'interdirait de prendre en compte le contexte plus général et ne disposerait pas de renseignements et d'éléments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur toute question de fait contesté qu'il lui faudrait établir pour se prononcer d'une manière conforme à son caractère judiciaire. Nous illustrerons ce point en examinant brièvement 3 problématiques soulevées par les questions posées à la Cour, celle du retrait de la sécurité, de la souveraineté territoriale et du droit à l'autodétermination. Je commencerai par les questions du retrait de la sécurité. La Palestine fait valoir que l'occupation est illicite et qu'il s'ensuit en droit qu'Israël doit se retirer des territoires occupés. Ainsi qu'indiqué plus tôt, toute appréciation des questions posées nécessiterait de se pencher sur les droits et les obligations des 2 parties au regard des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo étaient fondés sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité adoptées après les guerres arabo-israéliennes de 1967 et 1973. Ils reconnaissent le besoin légitime qu'a Israël pour assurer sa sécurité de prévenir de nouvelles attaques. Les résolutions 242 et 338 et partant les accords d'Oslo n'obligent pas Israël à se retirer de tous les territoires. En outre, les résolutions 242 et 338 associent l'instauration de la paix à l'application de 2 principes interdépendants. Je cite, retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. Et deuxièmement, cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région, ainsi que de son droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force. Fin de citation. En intégrant ces résolutions aux accords d'Oslo, les parties ont reconnu que le retrait d'Israël et la création de conditions garantissant à Israël la sécurité d'Israël étaient interdépendants. Comme l'a dit la juge Higgins dans son opinion en l'affaire du mur, Israël et la Palestine doivent agir parallèlement pour mettre en place les conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'Israël doit se retirer du territoire arabe occupé et que la Palestine doit créer les conditions permettant à Israël de se sentir en sécurité ce faisant. En d'autres termes, si la Cour examine les conséquences juridiques du prétendu refus par Israël de se retirer du territoire, elle doit aussi s'interroger sur les mesures que doit prendre la Palestine pour garantir la sécurité d'Israël. Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames de la Cour, les événements du 7 octobre 2023 ont montré ce qui pourrait advenir en cas de retrait complet et inconditionnel en l'absence du dispositif nécessaire pour garantir la sécurité d'Israël et de sa population. À tout le moins, la Cour devrait examiner et évaluer les éléments de preuve relatifs à la question de savoir si les lignes d'armistice de 1949 sont des frontières sûres au sens des résolutions 242 et 338, ce qui l'obligerait à examiner les menaces émanant pour Israël des territoires occupés et de la région plus généralement. Deuxièmement, la question de la souveraineté territoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la demande de l'Assemblée générale évoque, je cite, l'occupation, la colonisation et l'annexion prolongée par Israël du territoire palestinien occupé depuis 1967. Fin de citation. La Cour est ainsi invitée à poser comme acquis que tous les territoires détenus au cours de l'occupation jordanienne et égyptienne, en deçà des lignes d'armistice de 1949, sont palestiniens. C'est-à-dire qu'il s'agit de territoires souverains de la Palestine et donc pas d'Israël. Or, il est important de définir avec précision la portée de revendications territoriales, car, je cite, la souveraineté territoriale est un principe fondamental de l'ordre politique et juridique international.
Elle sert à répartir entre les nations l'espace sur lequel se déploient les activités humaines afin de leur assurer en tout lieu le minimum de protection que le droit international doit garantir. Fin de citation. Dans le contexte de ces questions des questions soumises à la Cour, la souveraineté territoriale est cruciale parce que, à défaut de clarifier les prétentions respectives d'Israël et des Palestiniens quant au statut souverain du territoire, il sera impossible de répondre à la question de la portée territoriale du droit à l'autodétermination du peuple palestinien revendiqué ou de l'occupation. Les Fidji notent que la question d'étendue territoriale, tant de l'État d'Israël que de la revendication du droit de disposer d'eux-mêmes du peuple palestinien, est en litige entre les parties. Or, en l'état, le libellé des questions exclut toute possibilité pour la Cour d'examiner les revendications israéliennes de souveraineté sur le territoire, la Cour étant invitée à postuler sans autre questionnement que ces territoires seraient palestiniens. En outre, la Cour devrait déterminer si les Palestiniens détiennent la souveraineté et, le cas échéant, sur quel territoire. Cela lui imposerait de revenir, entre autres, sur l'histoire des revendications des Palestiniens et de déterminer si ces revendications ont pu varier selon les enceintes où elles étaient formulées. La Palestine soutient que les dispositions du mandat pour la Palestine relatives à l'établissement d'une patrie juive, telle qu'envisagée dans la déclaration Balfour, étaient illicites et contraires au pacte de la Société des Nations Unies, de la Société des Nations. Elle semble affirmer que l'ensemble du territoire de la Palestine sous mandat, y compris ce qui est communément reconnu comme étant le territoire de l'État d'Israël, appartient au peuple palestinien. Monsieur le Président, Israël fait valoir, et les Fidji sont d'accord sur ce point, que le mandat pour la Palestine, y compris les dispositions relatives à l'établissement d'une patrie juive, par exemple, tel que le droit pour le peuple juif de vivre et coloniser la terre, était un instrument contraignant de droit international. Israël fait également valoir que la pertinence des droits conférés par le mandat pour la Palestine a été affirmée dans l'article 80 de la Charte des Nations Unies, dite clause palestinienne. Il existe donc un différend relatif à la souveraineté territoriale. Les Fidji soutiennent que ce différend ne peut ni ne doit être réglé au moyen de l'avis consultatif demandé, et ce, pour deux raisons. La première est que les parties sont expressément convenues de régler la question des frontières et partant de l'étendue de la souveraineté territoriale par des négociations sur le statut permanent qu'elles s'étaient engagées à mener dans le cadre des accords d'Oslo. Pour les raisons déjà exposées, la question ne peut dès lors être réglée par voie d'avis consultatif. La seconde raison réside en ceci: qu'en tout état de cause, en raison de la manière dont les questions ont été formulées, la Cour ne dispose tout simplement pas de renseignements et d'éléments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur la question contestée des limites géographiques de la souveraineté territoriale de la Palestine et d'Israël. J'en viens maintenant à la question de l'autodétermination. Les questions soumise à la Cour l'invite à postuler qu'Israël viole le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. La question du droit à l'autodétermination soulève celle de la portée territoriale, une question qui soulève elle-même les interrogations quant aux moyens de preuve que j'ai déjà évoqués. En outre, les Fidji notent que le droit à l'autodétermination est un droit relatif. Il ne saurait emporter modification des frontières existantes. Dans le contexte israélo-palestinien, cela signifie que la Cour doit déterminer si l'exercice par les Palestiniens de leur droit à l'autodétermination a violé l'intégrité territoriale, l'inviolabilité politique ou les besoins légitimes en matière de sécurité de l'État d'Israël. En demandant à la Cour de n'examiner que les politiques et pratiques d'Israël, la résolution 77/247 soustrait à l'examen de la Cour les politiques et pratiques de la Palestine. En conséquence, selon les Fidji, la Cour ne dispose pas de renseignements suffisants concernant les
politique et pratique de la Palestine et partant n'est pas à même de porter un jugement sur la question de savoir si, dans l'exercice de son droit à l'autodétermination, la Palestine a porté atteinte à la souveraineté de l'État d'Israël. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour conclure, les relations entre Israël et le peuple palestinien sont juridiquement, factuellement et historiquement complexes. Il ne saurait y avoir de réponse simple. Mais il y a deux parties qui doivent ensemble trouver une solution et il faut les aider dans cette voie. User de la procédure consultative pour juger des violations alléguées du droit international commises par l'une des parties aux différends tout en méconnaissant d'éventuelles violations commises par l'autre ne favorisera pas le dialogue ni le respect mutuel. Cela risque au contraire de saper les efforts de paix qui ont plus de chances d'aboutir si les parties se réengagent à suivre les procédures établies en vertu des accords d'Oslo. Selon nous, c'est ce qui explique les profondes division au sein de l'Assemblée générale quant à l'opportunité de soumettre ces questions à la Cour pour avis consultatif. Et c'est aussi pourquoi la Cour de séance devrait s'abstenir de donner un tel avis. Les Fidji soutiennent respectueusement que, pour toutes ces raisons, la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif sur les questions spécifiquement posées dans la résolution 77-247 de l'Assemblée générale. Si la Cour décide de rendre un avis consultatif, et les Fidji pensent qu'elle ne le devrait pas, la Cour doit veiller à ce que cet avis ne permette pas de contourner les accords contraignants conclus entre les parties, mais encourage celles-ci à reprendre des négociations fructueuses. En outre, la Cour doit veiller à ne pas imposer des obligations, à attribuer des responsabilités à une des parties seulement, en passant outre à ces préoccupations légitimes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, voilà qui conclut la présentation orale des Fidji. Je vous remercie. Je remercie la délégation des Fidji pour son exposé. J'invite maintenant la délégation des Maldives à prendre la parole et appelle son Excellence, Madame Shan Shakir, à la barre. Vous avez la parole. Mr. President, members of the court, I have the honor to... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous au nom de la République des Maldives, État profondément attaché au respect du droit international. Le soutien apporté au peuple palestinien, notamment dans sa quête d'un État indépendant et souverain de Palestine, est de longue date une pierre angulaire de la politique étrangère des Maldives. Elle reste depuis l'installation en 2023 du gouvernement du président Mohamed Muizzu. Aucune raison impérieuse n'existe justifiant que la Cour refuse d'exercer sa compétence, que du contraire, la terrible crise humanitaire qui se déroule à Gaza rappelle à tous que la Cour a une opportunité réellement historique de statuer sur les graves injustices commises depuis si longtemps envers le peuple palestinien. L'exposé des Maldives d'aujourd'hui se divise en deux parties. Madame Amy Sander évoquera tout d'abord les violations multiples et graves du droit international commises par Israël dans le territoire palestinien occupé, et plus particulièrement ses pratiques relatives à ses ressources hydriques. Ensuite, Dr Naomi Hart répondra de manière concise aux deux questions posées par l'Assemblée générale à la Cour. Avant de conclure, je voudrais une fois de plus réaffirmer notre conviction que l'unique solution durable au conflit sera l'instauration d'un État de Palestine souverain et indépendant, fondé sur les frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention et vous demande de bien vouloir appeler Madame Sander à la barre. Merci, Ms. Shakir. I now give the floor. Je donne la parole à... Madame. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Cour, en représentant le dernier État à prendre la parole, j'ai le grand honneur
de définir les grands thèmes qui ont été définis tout au long de cette audience sur les violations par Israël du droit international. Les Maldives soumettent cette analyse en plaçant l'accent sur la question de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau revêt la plus haute importance, et ceci à 2 titres. Premièrement, l'importance des ressources hydriques pour le peuple palestinien. En fait, l'eau a été décrite comme étant la ressource la plus vitale dans les territoires palestiniens occupés par la Palestine. Une vague terrible de souffrance s'est abattue du fait des politiques et pratiques israéliennes dans le domaine de l'eau, qui sont caractérisées par le déni d'accès, la restriction, la discrimination et la destruction. D'abord, le déni d'accès à l'eau. De nombreux Palestiniens dans la bande de Gaza n'ont aucun accès à l'eau potable. Ici, je reprends les termes de la Cour elle-même. Alors, la restriction sur la jouissance de ces ressources sur une base discriminatoire en Cisjordanie, où Israël s'est emparé du contrôle des ressources en eau, l'utilisation des eaux souterraines qui est vitale est grossièrement déséquilibre en faveur des Israéliens. Destruction de l'infrastructure vitale. Israël démolit des structures d'assainissement et des canalisations. La deuxième raison qui fait de l'eau une question de toute première importance est du fait que les ressources en eau apparaissent dans 4 aspects de l'illicéité des politiques et pratiques israéliennes sur lesquels les exposés oraux se sont attardés. Je vais traiter de chacun de ces aspects tour à tour. Premier aspect clé, la violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Les éléments suivants sont parfaitement limpides. Tout d'abord, les Palestiniens sont un peuple distinct, doté du droit à l'autodétermination, une norme inaliénable du jus cogens. Deuxièmement, la conduite israélienne est un manquement à différents éléments constitutifs de ce droit, à savoir le droit à l'intégrité territoriale, le droit de ne pas être assujetti à une manipulation démographique dans ce territoire par une puissance étrangère, le droit d'un peuple à poursuivre son développement économique, social et culturel et son droit à exercer une souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Et l'importance essentielle de cette dernière composante qui est bien établie, à savoir le droit du peuple palestinien d'exercer une souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, a été mise en exergue par l'Assemblée générale récemment dans sa résolution de décembre 2023. L'eau en est manifestement une. Les politiques et pratiques d'Israël concernant les ressources en eau, à savoir le déni d'accès, les restrictions sur une base discriminatoire, la destruction, constituent donc un aspect particulièrement grave et persistant du non-respect du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, décrit par un organe des Nations Unies comme étant l'une des conditions les plus fondamentales de la survie pour un peuple. Avoir accès à une eau propre suffisante est indispensable. J'en viens maintenant au deuxième aspect essentiel. Les politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé constituent un manquement à l'interdiction de l'acquisition du territoire par la force. Cet après-midi, nous avons entendu certaines tentatives à brouiller les cartes sur ce point. Mais j'aimerais rappeler quelque chose qui est parfaitement limpide. Premièrement, une corollaire de l'interdiction jus cogens de l'interdiction de la force est l'interdiction de toute acquisition territoriale par la menace ou l'emploi de la force. Et nonobstant la reconnaissance internationale des frontières palestiniennes, l'applicabilité de cette interdiction aux territoires palestiniens occupés ne fait nul doute, comme le reconnaissent des résolutions tant de l'Assemblée générale que du Conseil de sécurité. Deuxièmement, le droit international dit que toute occupation doit être temporaire. Troisièmement, tout prétendu exercice du droit à la légitime défense doit être nécessaire et proportionnel. Quatrièmement, un constat qui découle des 3 précédents, une puissance occupante ne peut pas acquérir la souveraineté sur un territoire occupé
y compris par voie d'annexion, même si elle prétend, à un quelconque moment de l'occupation, avoir agi en légitime défense. Et pourtant, Israël a annexé l'intégralité du territoire palestinien occupé, que ce soit par le biais de législation ou par une conduite assimilable à une annexion de facto qui crée un fait accompli. Les preuves sont légion sur cette réalité, comme de nombreux organes des Nations Unies l'ont dit, et comme le démontre la carte que le Premier ministre israélien a montrée à l'Assemblée générale et à laquelle une référence a été faite le premier jour de cette audience. Les pratiques d'Israël, le déni d'accès, les restrictions discriminatoires et la destruction sont un aspect de cette annexion. L'échelle et la nature de la conduite israélienne à cet égard montrent clairement que cela fait partie intégrante du contrôle qu'Israël cherche à établir par le biais de mesures coercitives qui montrent bien son intention de s'approprier ce territoire de façon permanente. L'occupation ayant, et ici je cite le rapporteur spécial, fait éclater les contraintes du temporaire il y a longtemps. L'extension des colonies israéliennes est de toute évidence un autre élément qui participe à l'annexion, avec les Palestiniens réduits à habiter un archipel fragmenté de terres morcelées. Bien sûr, les différents aspects des violations par Israël du droit international ne sont pas sans rapport les uns avec les autres. L'occupation prolongée, l'annexion et l'expansion des colonies sont autant de violations du droit à l'autodétermination que j'ai évoqué tout à l'heure. Un droit qui ne peut être exercé face à une puissance occupante étrangère qui prétend s'approprier des territoires pour elle-même et déposséder par là le peuple palestinien. Troisième aspect clé, c'est que les pratiques et politiques d'Israël sur le territoire palestinien occupé violent le droit en matière d'occupation. Le point de départ indiscutable est qu'Israël, en tant que puissance occupante, est tenu de respecter dans tout le territoire occupé ses obligations au regard du droit international humanitaire, un régime qui a vocation à assurer la protection des peuples vivant sous occupation. Les Maldives sont d'avis que l'applicabilité constante du droit international humanitaire est sans préjudice de l'illicéité de l'occupation par Israël. Un grand nombre de manquements au droit international humanitaire ont été cités à l'intention de la Cour, y compris en ce qui a trait à la politique de peuplement d'Israël, et ce pour illustrer la violation de la 4e Convention de Genève. Les politiques et pratiques d'Israël par rapport aux ressources hydriques sont une cascade de manquements ultérieurs à la 4e Convention de Genève et au règlement de 1907 de La Haye, et notamment le comportement d'Israël enfreint les règles interdisant la destruction de biens, ce qui comprend les infrastructures d'adduction d'eau et d'assainissement, lorsque cette destruction n'est clairement pas absolument nécessaire pour les opérations militaires. Le comportement d'Israël enfreint l'interdiction de la destruction ou de l'enlèvement de biens indispensables à la survie de la population civile, les installations hydriques et les réserves d'eau étant bien entendu concernées. Il enfreint l'interdiction du pillage ainsi que les règles d'usufruit. Il enfreint l'obligation d'assurer et de maintenir la santé et l'hygiène publique sur le territoire qu'il occupe, ce qui nous amène à un sujet gravement préoccupant. Une pléthore de maladies terrifiantes sont causées directement par l'absence d'eau propre, une situation qui affecte tout particulièrement les petits-enfants. Le 4e et dernier point clé, c'est que les politiques et les pratiques d'Israël dans le territoire occupé constituent un manquement au droit international en matière de droits humains, y compris l'interdiction fondamentale et ius cogens de la discrimination. Le point de départ irréfutable, c'est qu'Israël a l'obligation d'assurer le respect des règles en matière de droits humains dans tout le territoire occupé par lui.
Le droit international en matière de droits humains englobe le droit à l'eau et notamment ce droit découle des articles 11 et 12 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Comme l'Assemblée générale l'a affirmé en 2016, les droits humains relatifs à l'eau potable et à l'assainissement qui font partie du droit à un niveau de vie suffisant sont essentiels à la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits humains. En outre, puisqu'il est parti à la Convention sur les droits de l'enfant, Israël s'est engagé expressément à la pleine application du droit de chaque enfant de jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint, y compris par l'approvisionnement en eau potable. Ce qui est tout aussi clair, c'est que le droit humanitaire international interdit la discrimination et notamment, conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Israël a l'obligation d'interdire et d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur, d'origine ethnique ou nationale, à la jouissance de ces droits. Et cela comprend le droit à avoir accès à l'eau. Et pourtant, les politiques et les pratiques discriminatoires menées par Israël s'agissant de l'accès à l'eau ont été bien documentées et condamnées par toute une série d'organes des Nations Unies. Le comité sur l'élimination de la discrimination raciale dénonçant la séparation hermétique entre deux groupes, les communautés juives dans les colonies illégales d'un côté et les populations palestiniennes de l'autre, qui ne bénéficient pas du même accès à l'eau. L'impact sur les femmes et les enfants est particulièrement scandaleux. La pénurie d'eau potable constituant une crise aiguë pour les femmes qui essaient de nourrir leurs enfants en bas âge. Les politiques et pratiques d'Israël en matière d'eau ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres de la discrimination systématique qu'ont également détaillé les autres États partis à cette procédure. Les Maldives rejoignent la cohorte des autres États qui confirment devant cette Cour que le régime qu'Israël a établi dans tout le territoire occupé est constitutif d'apartheid, conformément à la définition donnée par le droit international coutumier et qui est reprise dans l'article 2 de la Convention sur l'apartheid. Mesdames et messieurs, les juges, au niveau humain, les politiques et pratiques d'Israël en matière de ressources hydriques intensifient de manière impardonnable l'épreuve infligée au peuple palestinien et sont un exemple de l'illicéité qui caractérise l'occupation par Israël de ce territoire. Le dernier exposé au nom des Maldives abordera la manière dont la Cour devrait répondre aux questions posées par l'Assemblée générale eu égard à ces manquements par Israël du droit international. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à appeler Maître Hart à la barre. Je vous remercie, Madame Sanders. Je donne la parole à Madame Naomi Hart. Mr. President. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, avec pour toile de fond l'extraordinaire souffrance des Palestiniens, dépeinte de manière si intense cette dernière semaine, la fonction de la Cour est de fournir à l'Assemblée générale un avis quant aux deux questions juridiques qui lui sont posées. Au nom des Maldives, j'ai l'honneur, et en tant que dernier orateur dans le cadre de cette procédure, j'ai l'honneur donc d'apporter une réponse brève et directe à ces deux questions. La question A demande à la Cour de statuer sur les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit des Palestiniens à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et son annexion prolongée du territoire palestinien occupé et sur ses lois et mesures discriminatoires. Les États qui se sont présentés devant vous ont parlé en grande partie d'une seule voix à ce propos. Ceci n'est guère surprenant dans la mesure où les principes pertinents sont bien établis par les règles du droit international continué sur la responsabilité de l'État et à la compétence de la Cour. Ensuite, et pour
commencer, Israël a l'obligation de mettre fin à ses félicités continues. Ceci comprend bien entendu l'obligation de mettre un terme à son occupation, tout comme l'Afrique du Sud a été obligée de se retirer de la Namibie où sa présence était elle aussi illicite. En l'espèce, la Cour avait dit précisément que ce retrait devait être immédiat. Dans le cas qui nous occupe, l'Assemblée générale a récemment souligné qu'il est urgent de mettre un terme sans tarder à l'occupation israélienne. Mais ce n'est pas tout. Israël doit également cesser les pratiques illicites discrètes qui caractérisent son occupation. Par exemple, Israël doit démanteler le régime discriminatoire relatif aux ressources hydriques évoqué par Mme Sanders dans son exposé, tout comme la Cour avait déclaré auparavant qu'Israël devait démanteler dans le mur que le régime législatif et réglementaire qui y était associé et qui pérennisait la discrimination. Deuxièmement, tout en mettant fin à ces actes illicites, Israël doit fournir des assurances de non-répétition. Troisièmement, Israël doit apporter des réparations complètes. L'idéal serait, dans la mesure du possible, la restitution. Mais la Palestine vous a dit lundi dernier qu'aucune mesure prise par Israël aujourd'hui ne pourrait un jour rendre aux Palestiniens la vie qui aurait été la leur s'il n'y avait pas eu de violation. Partant, les réparations israéliennes doivent englober l'indemnisation. Et dans la mesure où l'indemnisation ne réparera pleinement les préjudices occasionnés, Israël devra fournir une juste certification sous d'autres formes, telles que la reconnaissance de ses manquements et une demande officielle d'excuses. Quatrièmement, il incombe des obligations aux États tiers. Les États partis à la 4e Convention de Genève doivent rechercher les personnes accusées d'avoir commis ou d'avoir ordonné les violations de cet instrument, notamment celles des règles relatives à l'occupation, et les poursuivre ou les extrader. D'autres conséquences découlent du statut illicite de l'occupation que je vais aborder dans le cadre de la deuxième question. Dans la question B, l'Assemblée générale demande à la Cour de déterminer l'incidence des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé sur le statut juridique de l'occupation et les conséquences juridiques qui en découlent pour l'ensemble des États et l'Organisation des Nations Unies. Madame Sanders a traité des nombreux aspects illicites de l'occupation israélienne. Chacun des actes illicites d'Israël engage sa responsabilité en tant qu'État. Mais qu'est-ce qui détermine le statut de l'occupation? Les facteurs entrant en ligne de compte à cet égard sont ceux qui vont au-delà de l'illicéité dans la conduite de l'occupation et rendent celle-ci irréversible, faisant de l'occupation, pour reprendre les termes employés par la Cour dans son avis sur la Namibie, une, je cite, situation qui se prolonge en violation du droit international. Fin de citation. En d'autres termes, ce sont les violations du droit international auxquelles il ne peut être remédié dans le cadre de l'occupation, mais uniquement sous réserve de sa cessation, qui la rendent illicite en tant que telle. L'un de ces aspects est la permanence de l'occupation israélienne, notamment le fait accompli contre lequel la Cour a mis en garde dans l'avis qu'elle a rendu sur le mur. Israël s'est efforcé de créer sur le terrain une situation de fait irréversible, comme l'a souligné Madame Sanders, en se présentant comme une présence permanente. Israël a violé l'interdiction de l'acquisition du territoire par la force. Point n'est besoin pour la Cour de déterminer si l'occupation israélienne était illicite dès le départ. Son illicéité peut être établie du seul fait qu'elle se poursuit sans perspective de fin. La permanence illicite de la présence israélienne, cette violation de la norme
impérative du droit international et sans remède tant qu'Israël demeurera dans le territoire occupé. C'est pourquoi la question touche au statut de l'occupation. Il en va de même s'agissant des violations d'Israël du droit à l'autodétermination. Ce droit englobe notamment un droit à l'intégrité territoriale. Contrairement à ce qu'on vous a dit, qu'il soit ou non dans les limites des frontières. Or, l'occupation persistante d'Israël prive ipso facto les Palestiniens de contrôle sur leur territoire et divise le territoire. Je vous renvoie à l'archipel, la notion d'archipel fragmenté évoquée par Madame Sanders. La présence israélienne et le droit du peuple palestinien à l'intégrité territoriale sont inconciliables et c'est là un point déterminant pour le statut de l'occupation. Quelles sont les conséquences juridiques de cette analyse? Pour Israël, elles incluent celles que j'ai déjà évoquées en ce qui concerne la question A, à commencer par le devoir de mettre fin immédiatement à l'occupation dans son intégrité. Compte tenu de l'illicéité de l'occupation, Israël ne peut respecter le droit international tant qu'il demeurera puissance occupante. De même, sa présence persistante ne peut produire le moindre effet en droit international et en particulier ne peut modifier le statut d'un territoire occupé, quel qu'il soit. Toutefois, comme l'a évoqué Madame Sanders, le statut de l'occupation n'a pas pour conséquence de permettre à Israël de s'exonérer de ses obligations quant à la conduite de l'occupation. Au contraire, tant qu'il ne se sera pas retiré, il le doit urgemment, Israël demeure lié par les règles du droit international humanitaire. Ces règles s'appliquent dès qu'il existe de fait une occupation, qu'elle soit licite ou non, et, comme l'a dit la Cour, indépendamment du statut des territoires occupés. Il en va de même des obligations incombant à Israël au regard du droit international des droits de l'homme. Ces obligations entrent en jeu du seul fait qu'Israël exerce une juridiction, là encore une situation purement factuelle. Le comportement d'États tiers et de l'ONU est susceptible de revêtir une importance concrète déterminante s'agissant d'amener Israël à cesser ses actes illicites. Le peuple de Palestine, comme celui de la Namibie, voici un demi-siècle, doit pouvoir compter sur l'assistance de la communauté internationale aux fins de réaliser ses droits. Compte tenu des violations flagrantes et systématiques par Israël de normes de Yuskogans, les États tiers ont certaines obligations négatives que la Cour a déjà exposées dans de précédents avis consultatifs. Ils ne doivent pas reconnaître comme licite la situation découlant de l'occupation israélienne ou lui prêter aide ou assistance. En conséquence, ils doivent s'abstenir de tous actes qui emporteraient reconnaissance de cette situation, en évitant par exemple toute relation commerciale ou autre qui serait de nature à affermir la position d'Israël. Ils doivent également se garder de conclure ou d'entretenir des relations conventionnelles dans lesquelles Israël prétend agir au nom ou à propos de ce territoire, si ce n'est des traités de nature humanitaire. Les États tiers ne doivent pas envoyer de missions diplomatiques ou spéciales en Israël dotées d'attributions s'étendant aux territoires occupés comme si ceux-ci faisaient simplement partie d'Israël. Un État tiers qui ne respecterait pas ses obligations pourrait subir des conséquences dans ses propres relations avec d'autres États. Selon ce qu'a dit la Cour dans l'affaire Namibie, aucun État qui établit avec l'Afrique du Sud des relations concernant la Namibie ne peut escompter que l'Organisation des Nations Unies ou ses membres reconnaîtront la validité ou les effets de ces relations ou les conséquences qui en découlent. Et il en va de même ici. De même, les États tiers ont certaines obligations positives, une obligation de coopérer, y compris via les Nations Unies,
pour parachever le retrait d'Israël des territoires occupés, un devoir de lever toute entrave à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination et un devoir de garantir le respect par Israël du droit international humanitaire. Quant à l'Organisation des Nations Unies, toutes ses composantes, mais en particulier l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite. En 2004, la Cour a exhorté l'Organisation des Nations Unies, en tant que nécessité urgente, de redoubler ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien. Cette urgence n'a rien perdu de son actualité, bien au contraire. La manière dont la Cour éclairera l'Assemblée générale à cette occasion permettra, espérons-le, d'éclairer la voie à suivre pour l'ensemble du système onusien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, voilà qui conclut les exposés des Maldives. Je remercie la délégation des Maldives pour sa présentation. Cette présentation met un terme aux exposés oraux de l'ensemble des participants qui ont exprimé le souhait de participer à la présente procédure orale. Elle conclut aussi les audiences consacrées à la demande d'avis consultatif soumise par l'Assemblée générale des Nations unies sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. J'aimerais transmettre les remerciements de la Cour à l'ensemble des délégations qui se sont adressées à elle durant ces 6 jours, ainsi qu'aux participants à la procédure écrite. Je prie également les représentants de tous les participants de rester à la disposition de la Cour pour tout renseignement ou explication complémentaire dont elle pourrait avoir besoin. La Cour va maintenant se retirer pour délibérer. Le greffier avisera l'ensemble des participants et les membres de l'Assemblée générale des Nations unies en temps utile de la date et de l'heure à laquelle la Cour rendra son avis consultatif. La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, l'audience est